À 67 ans, j'ai appris que ma propre fille pouvait me voler ma maison avec ma signature. Abonnez-vous. Votre soutien me donne la force de continuer à parler. L'enveloppe était blanche, ordinaire. Le genre d'enveloppe qui arrive chaque matin avec les factures d'électricité et les publicités pour des croisières que je ne prendrai jamais. Mais celle-ci portait le logo de la Société Générale et dedans, une lettre qui allait détruire 32 ans de tranquillité. Madame Dubois, nous vous informons que votre prêt hypothécaire de 850 000 € présente un retard de paiement. Mes mains ont tremblé. Pas de ce tremblement léger qui vient avec l'âge, mais d'un séisme intérieur qui a fait chavirer mon petit déjeuner sur la table de ma cuisine. Ma cuisine, dans ma maison, celle que j'avais fini de payer en 1998 après la mort de Robert. À près de 850 000 €. Une somme que je n'avais jamais vue, même dans mes rêves les plus fous. J'ai relu la lettre 3 fois, puis une quatrième, mes yeux cherchant désespérément une erreur, un nom qui ne serait pas le mien, une adresse qui ne serait pas celle de ma petite maison rue des Tilleuls. Mais non. Marguerite Dubois, 23 rue des Tilleuls, Versailles. C'était bien moi. Le téléphone de la banque a sonné longtemps avant qu'une voix jeune et fatiguée ne réponde. Allô, service clientèle. Bonjour, j'ai reçu une lettre concernant un prêt que je n'ai jamais contracté. Silence. Tapotement de clavier. Votre nom, madame? Marguerite Dubois. Né Moreau. Plus de tapotement. Un soupir. Effectivement, madame Dubois, nous avons un dossier à votre nom. Prêt hypothécaire contracté le 15 mars dernier pour l'acquisition d'un bien au 27, les Terrasses du Lac. Les Terrasses du Lac. Un nom qui sonnait comme le paradis. Certainement pas l'enfer dans lequel j'étais en train de plonger. Mais c'est impossible. Je n'ai rien signé. Je ne connais même pas cette adresse. Madame, nous avons votre signature, vos documents d'identité, vos relevés bancaires. Ma signature. Mes documents. Comment était-ce possible? Écoutez, je vais vous transférer au service des litiges. Mais il faudra nous fournir des preuves que ce n'est pas vous. Des preuves que ce n'était pas moi. Comme si prouver son innocence était si simple quand le monde entier semble conspirer contre vous. J'ai raccroché et me suis assise dans le silence de ma cuisine. Par la fenêtre, je voyais mon petit jardin où Robert avait planté les rosiers qui fleurissent encore chaque printemps. Nous avions acheté cette maison en 1975, jeunes mariés pleins d'espoir. Nous l'avions payée sou par sou, année après année, en nous privant de vacances, en récupérant les meubles de la famille. Cette maison, c'était tout ce qui me restait de lui. De nous. L'après-midi même, j'ai appelé Céline, ma fille. Elle a décroché à la 3e sonnerie, sa voix tendue comme toujours quand elle était au bureau. « Maman, qu'est-ce qui se passe? » « Céline, j'ai reçu une lettre de la banque. Ils disent que j'ai pris un prêt de 850 000 €. Silence. Un silence qui a duré trop longtemps. « Maman, tu es sûre que tu as bien compris? Tu sais, parfois, ces courriers sont compliqués. » Cette façon qu'elle avait de me parler, comme si mes 67 ans avaient effacé 40 années de travail comme institutrice. J'ai compris, Céline. Quelqu'un a utilisé mon nom, mes papiers. C'est grave. Écoute, maman, je suis sûre que c'est une erreur. Ne t'inquiète pas, on va régler ça. Mais là, je suis en réunion. Elle a raccroché avant que je puisse lui expliquer cette angoisse qui me dévorait l'estomac. Le lendemain matin, je me suis rendue à la banque. L'employée, une jeune femme aux ongles parfaits, a étalé les documents devant moi comme des cartes à jouer. Ma signature au bas de chaque page. Ma carte d'identité photocopiée. Mes relevés bancaires des 6 derniers mois. Vous voyez, Madame Dubois, tout est en règle. Mais ce n'était pas en règle.
Ma signature était trop parfaite, trop régulière. À 67 ans, mes mains tremblent parfois. Cette signature-là était celle d'une personne qui avait pris son temps, qui avait copié avec application. Ce n'est pas ma signature. La jeune femme a soupiré. Madame, nous ne pouvons pas accepter cette contestation sans preuve formelle. Il faudra voir avec un graphologue, éventuellement porter plainte. Porteur plainte. Contre qui? Contre ce fantôme qui portait mon nom et signait à ma place? En rentrant chez moi, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai fouillé dans les affaires de Céline qu'elle gardait encore dans sa chambre d'enfant. Ses anciens cahiers, ses livres de cours, et là, dans un carnet de lycée, j'ai vu ma signature. Des dizaines de fois. Des excuses d'absence que j'avais signées, des autorisations pour les sorties scolaires. Céline avait toujours su parfaitement imiter mon écriture. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté dans mon lit, à écouter le silence de la maison, à me souvenir de tous ces détails qui, maintenant, prenaient un sens terrible. Le SUV flambant neuf que Céline conduisait depuis quelques mois. Un crédit avantageux, avait-elle dit. Sa nervosité quand j'avais mentionné que les voisins avaient eu des cambriolages et que la police patrouillait plus souvent dans le quartier. Sa manière d'éviter mes questions sur son travail, sur ses finances, sur ce nouveau train de vie qui semblait bien au-dessus de son salaire d'employé de bureau. Et puis, il y avait eu cette conversation étrange, 3 semaines plus tôt. Nous prenions le thé dans mon salon quand elle avait dit, comme ça, en regardant par la fenêtre. Cette maison vaut cher maintenant, tu sais, avec l'immobilier qui monte à Versailles. Pourquoi tu dis ça? Pour rien, maman. C'est juste que, tu es toute seule maintenant. Cette grande maison, ça coûte cher à entretenir. Tu n'as jamais pensé à vendre? À prendre quelque chose de plus petit? J'avais répondu que cette maison était ma vie, mon histoire. Elle avait hoché la tête, mais j'avais vu passer quelque chose dans ses yeux. Quelque chose que je n'avais pas voulu reconnaître à ce moment-là. Le lendemain, j'ai fait ce que toute femme de mon âge fait quand elle ne comprend plus le monde. J'ai appelé Google. Enfin, j'ai demandé à Madame Petit, ma voisine qui sait se servir d'Internet, de m'aider. 27, les terrasses du lac, elle a tapé sur son ordinateur. L'image qui est apparue m'a coupé le souffle. Une villa moderne, immense, avec de grandes baies vitrées donnant sur un lac artificiel. Une piscine à débordement. Un garage pour 3 voitures. Le genre de maison qu'on voit dans les magazines, pas le genre qu'achètent les employés de bureau. Regardez, a dit Madame Petit en cliquant sur d'autres photos. Il y a même un spa et un cours de tennis privé. 850 000 €. Pour cette maison de rêve que ma fille avait achetée avec mon nom. J'ai passé la nuit suivante à faire des calculs. Le salaire de Céline, ses charges, le crédit de son SUV. Il n'y avait pas d'autre explication possible. Elle avait utilisé ma maison comme garantie pour s'offrir la sienne. Mais pourquoi? Nous n'étions pas riches, mais elle ne manquait de rien. Je l'aidais quand elle en avait besoin. À Noël, pour les vacances des enfants. Les enfants. Mes petits-enfants. Lucas, 12 ans, qui adorait venir passer les week-ends chez grand-mère. Emma, 9 ans, qui m'aidait à faire des gâteaux dans cette cuisine qu'elle risquait de ne plus jamais revoir. Comment leur expliquer que leur mère avait volé leur grand-mère? Le mardi suivant, j'ai pris rendez-vous avec Maître Leroy, un avocat spécialisé dans ce qu'il appelait pudiquement les affaires familiales délicates. Un homme élégant, aux cheveux gris, qui m'a écouté sans m'interrompre. Madame Dubois, ce que vous décrivez s'appelle une escroquerie aggravée. Le fait que ce soit votre fille ne change rien au délit. Mais comment a-t-elle pu faire ça? La banque ne vérifie pas. Normalement, si. Mais regardez cette adresse. Il a pointé un nom sur le dossier que j'avais apporté. Sandrine Moreau.
Conseillère clientèle privilège. Moreau, c'est votre nom de jeune fille. J'ai hoché la tête. Il est possible que cette conseillère ait connu votre fille, qu'il y ait eu des arrangements. Dans ces cas-là, les vérifications sont souvent allégées. Arrangement. Le mot était joli pour parler de corruption. Qu'est-ce que je peux faire? Plusieurs options. Porteur plainte au pénal. Intenter une action civile. Ou essayer de négocier un arrangement à l'amiable. Un arrangement à l'amiable. Avec la fille qui m'avait volé ma maison. Et mes petits-enfants? Maître Leroy a soupiré. C'est toujours la question la plus difficile dans ces affaires. La justice ne s'arrête pas aux liens familiaux, mais vous devrez vivre avec les conséquences. J'ai quitté son bureau avec un dossier sous le bras et une certitude dans le cœur, je ne laisserai pas faire. Mais d'abord, il me fallait des preuves. Le lendemain, je suis allé à la clinique Saint-Antoine où j'avais eu ma coloscopie de routine le 15 mars. La secrétaire, une femme aimable, a vérifié dans ses registres. Effectivement, Madame Dubois, vous étiez ici de 8h30 à 12h45. Nous avons même votre signature sur la décharge. Ma vraie signature, celle-là. Tremblante, irrégulière, marquée par le stress de l'examen. Pendant que je signais soi-disant un prêt de 850 000 € dans une banque de Paris, j'étais allongé sur une table d'examen, endormi, avec un tuyau dans l'intestin. J'avais mon alibi. Cette nuit-là, j'ai appelé Céline. « Maman, il est tard. »« Céline, il faut qu'on parle de ce prêt. » Silence. Puis, d'une voix que je ne lui connaissais pas. « Maman, je ne vois pas de quoi tu parles. » Des terrasses du lac. De la villa. De ma signature sur un prêt que je n'ai jamais signé. Le silence s'est éternisé. Puis, « Maman, tu délires. Tu devrais voir un médecin. » Elle a raccroché. Ma propre fille venait de me traiter de folle. J'ai pleuré cette nuit-là. Pas de tristesse, mais de colère. Une colère pure, cristalline, qui m'a réveillée à 5h du matin avec une résolution que je n'avais jamais ressentie. Céline avait fait une erreur. Elle m'avait sous-estimé. Le lendemain, j'ai rappelé Maître Leroy. « Maître, je veux porter plainte. Au civil et au pénal. » Madame Dubois, réfléchissez bien. Une fois que la machine judiciaire sera en marche, elle est déjà en marche, depuis le jour où ma fille a décidé que je ne méritais plus le respect. L'enquête a avancé plus vite que prévu. La banque, confrontée à la preuve de ma présence à la clinique, a ouvert une investigation interne. Sandrine Moreau, la conseillère, avait effectivement des liens avec Céline. Elles avaient fait leurs études ensemble. Les vérifications d'usage avaient été oubliées. La propriété des terrasses du lac était enregistrée sous le nom d'une SARL dont Philippe, le mari de Céline, était le gérant. Un montage juridique sophistiqué pour cacher l'origine frauduleuse des fonds. Mais le plus dur restait à venir. J'ai appelé Thomas, mon fils. Il était dans le secret, forcément. Quand je lui ai expliqué la situation, il a soupiré. « Maman, c'est compliqué. Céline a peut-être mal fait, mais c'était pour les enfants, pour leur avenir. » Avec ma maison, Thomas. Elle a hypothéqué ma maison. Écoute, on peut sûrement arranger ça en famille. Pas la peine d'en faire toute une histoire. Arranger ça. Comme si voler 850 000 € à sa mère était un simple malentendu familial. Thomas, ta sœur a commis une escroquerie. Si ce n'était pas ta mère la victime, qu'est-ce que tu dirais? Mais c'est différent, maman? Non, ce n'était pas différent. C'était exactement pareil. Les semaines ont passé. Les avocats se sont parlé. Céline y est toujours, mais les preuves s'accumulaient. L'expertise graphologique confirmerait l'évidence,
mais ce n'était même plus nécessaire. Et puis, un matin, j'ai reçu une invitation par la poste. Une carte élégante, dorée sur tranche. Philippe et Céline Moreau-Dubois ont le plaisir de vous inviter à la pendaison de crémaillère de leur nouvelle maison, le samedi 18 novembre, à partir de 18h. 27. Les terrasses du lac. Ma maison. Il fêtait ma maison. J'ai regardé cette carte longtemps, en buvant mon café du matin dans ma cuisine. Ma cuisine où rien n'avait changé depuis 30 ans, où la vaisselle héritée de ma mère côtoyait les dessins de mes petits-enfants collés au réfrigérateur. Cette cuisine que je risquais de perdre pour payer leur villa. Non. J'ai appelé Maître Leroy. Maître, ils organisent une fête. Dans la maison achetée avec l'argent volé. Et je veux que l'assignation soit remise ce jour-là. Pendant la fête. Madame Dubois, c'est votre droit, mais c'est exactement ce que je veux faire. Le 18 novembre, à 19h, je me suis garé devant le 27, les terrasses du lac. La villa était encore plus impressionnante que sur les photos. Illuminée de 1000 feux, avec une quinzaine de voitures dans l'allée circulaire. L'huissier m'attendait au coin de la rue. « Vous êtes sûre, Madame Dubois ?» « Certaine. » Nous avons sonné ensemble. Céline a ouvert, radieuse dans une robe que je ne lui avais jamais vue. Son sourire s'est figé quand elle m'a reconnu. « Maman, qu'est-ce que tu fais là ?» Céline Moreau-Dubois. L'huissier s'était avancé. Derrière ma fille, les invités s'étaient tus. Le silence était total. « Oui. J'ai l'honneur de vous remettre une assignation en justice pour escroquerie, faux et usage de faux, et violation de domicile économique. » Les papiers ont changé de main. Céline était livide. « Maman ? » Non, Céline. Tu m'as traité de folle. Tu as utilisé mon nom, ma signature, ma maison. Tu as cru que je me tairais parce que je suis ta mère. Autour de nous, les invités retenaient leur souffle. Certains filmaient avec leur téléphone. Cette fête de la honte allait faire le tour des réseaux sociaux de Versailles. Mais tu es ma mère. Et toi, tu es ma fille. Ce qui rend ta trahison encore plus douloureuse. J'ai regardé cette villa, ces invités embarrassés, cette vie de luxe bâtie sur mon dos. Puis j'ai regardé ma fille une dernière fois. Tu aurais pu me demander. Si tu avais des problèmes d'argent, si tu rêvais de cette maison, tu aurais pu m'en parler. J'aurais peut-être pu t'aider. Maman, Mais tu as préféré me voler, me mentir, me faire passer pour une vieille femme confuse qui ne comprend pas les lettres de banque. J'ai fait demi-tour. Avant de partir, je me suis retourné une dernière fois vers cette assemblée silencieuse. La justice suivra son cours. Et moi, je retrouverai ma tranquillité. En remontant dans ma petite voiture, j'ai vu mes petits-enfants derrière la baie vitrée du salon. Lucas et Emma, mes amours, qui ne comprenaient pas pourquoi grand-mère s'en allait si vite. C'était le prix à payer, le plus dur à accepter. Mais je ne pouvais plus me taire. Je ne pouvais plus porter le secret de cette trahison comme on porte une croix. J'avais 67 ans. J'étais veuve, seule, pas très riche. Mais j'avais encore ma dignité. Et personne, pas même ma fille, ne me la prendrait. Le procès aura lieu dans 6 mois. Les avocats disent que c'est gagné d'avance. Céline devra vendre la villa pour rembourser le prêt. Elle risque de la prison avec sursis. Sa carrière est terminée. Philippe a demandé le divorce. Mes petits-enfants ne me parlent plus. Thomas non plus. J'ai perdu ma famille pour sauver ma maison. Parfois, le soir, dans ma cuisine, je me demande si j'ai eu raison. Si le silence n'aurait pas été plus simple. Si l'amour d'une mère ne devait pas tout pardonner. Mais quand je vois ma signature sur ces faux papiers, quand je pense à cette villa payée avec mes 32 ans de labeur,
La colère revient. Non. Je n'ai pas eu tort. J'ai 67 ans et j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre. Qu'être mère ne veut pas dire être victime. Que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. Ma maison sent encore les rosiers de Robert. Ma cuisine résonne encore des rires de mes petits-enfants. Peut-être qu'un jour, ils comprendront. Peut-être qu'un jour, Céline s'excusera vraiment. Ou peut-être pas. Mais moi, je dormirai tranquille dans mon lit, dans ma chambre, dans ma maison que j'ai payée 2 fois mais que je n'ai jamais perdue. Car il y a des combats qu'on ne peut pas éviter. Des lignes qu'on ne peut pas laisser franchir. Des silences qui deviennent complices. À 67 ans, j'ai appris à dire non. Même à ma fille. Surtout à ma fille.